cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver en direct comme à notre habitude à 17h dans les studios de Radio Grand Lac, 92.1 FM. Vous avez l'habitude maintenant de nous retrouver sur cette belle radio locale, le grand bain de la vie locale avec aujourd'hui notre émission Les Murmures du Lac Immobilier et Histoire. Et aujourd'hui l'émission porte bien son nom. On va s'atteler à décortiquer, analyser, vous faire découvrir, redécouvrir les bâtiments emblématiques de la ville. J'ai le plaisir de recevoir avec moi Maude, ma complice du jour et collaboratrice au sein de nos agences. Bonjour Maude. Bonjour, merci. Qui, avec grand plaisir, alors Maude, on s'est attelé, alors on se disait, mince, il va falloir arrêter nos petites folies, on va devenir des historiens de la ville à force de faire des quiz, des reportages, des articles sur notre belle ville, je commence à bien connaître le sujet. Et puis on s'était dit finalement une émission simple dans son je dirais thème, les bâtiments emblématiques de la ville, c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore fait et qu'on pouvait facilement s'y atteler tellement le patrimoine local était riche et varié. Et en plus on a sous les yeux comment dirais-je sais pas comment appeler ça, notre surveillant Jean-Pierre qui va, comme on le sait toujours, voilà, a quand même quelques connaissances assez affûtées sur la ville, va peut-être nous corriger que on ne sait pas. Moi, mon but, c'est de finir ma carrière à Radio Grand Lac en épatant Jean-Pierre sur des petites données que lui-même ne saura pas. Bon, pour l'instant, je n'arrive pas à le bluffer. Il me pose encore des questions que, moi, je n'ai même pas les réponses, mais c'est trop facile, Jean-Pierre. Un jour, je t'aurai. Cette émission est pour toi. Je te prie de ne pas intervenir parce que je sais que tu pourras le faire, mais voilà, il faut nous laisser dans notre petite cercle de réflexion historique de la ville. Alors, sans plus attendre, je te pose la question, Maude, je me suis un petit peu préparé, donc j'espère qu'il n'y aura pas de questions pièges. Quels sont bon, on les connaît un petit peu tous, on va parler des bâtiments qu'on connaît, mais voilà, c'est un petit peu l'idée de la journée, que tu me challenges un petit peu sur tel ou tel bâtiment emblématique de notre ville. Qu'est-ce que tu voudrais que j'essaye de t'apprendre sur cette belle ville? Alors, il y en a tellement. On commence par facile. Oh, je sais pas s'il y a des choses faciles ou difficiles, mais... L'emblème de la ville, on va dire les deux premiers auxquels on pense tous, les thermes et le casino. Les thermes et le casino, c'est vrai que on peut pas difficilement faire sans ces deux choses. Les thermes, écoute, on peut commencer par le casino, ça me va bien. Moi, j'aime bien le casino, c'est un bâtiment qui de toute façon est... Ça me fait toujours rire parce que quand on a un peu nos familles, nos copains, des amis qui viennent, on leur dit t'es allé au casino, c'est vraiment quelque chose qu'on a plaisir à leur montrer. On est fiers de ce bâtiment. C'est sûr qu'il est situé au cœur de la ville. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va au fur et à mesure de l'émission s'apercevoir que ce qu'on appelle la Belle Époque, elle a vraiment un sens à la fois historique et culturel, puisque on va tourner un petit peu toujours dans les mêmes années, c'est-à-dire grossièrement de 1850 à 1920-1930, pendant 50, 60, 70 ans. Il y a vraiment eu énormément de constructions qui se sont faites autour de cette appellation aujourd'hui Belle Époque qui nous replonge dans ces années. Alors le casino, c'est quelque part, j'ai envie de dire, ce serait peut-être plus facile de commencer par les termes parce que finalement, on va commencer par les termes. Tiens, je te fais un petit pied de nez là parce que revirement de situation en direct parce que les termes, ça nous pose un petit peu le décor et finalement, ça explique tout ce qui a pu découler de cette ville, puisque c'est la richesse naturelle finalement, je dirais numéro 1, bien avant que le lac soit considéré peut-être aujourd'hui comme équivalent ou peut-être même supérieur en termes d'intérêt. Mais à l'époque, le thermalisme initié, alors si on y croit nos aïeux par les Romains il y a quelques années, c'était vraiment ça qui a posé un petit peu le décor, puisque les Romains qui occupaient la région, eux-mêmes, ils découvrirent ces sources chaudes. On a tous un petit peu quelqu'un de notre environnement, famille, amis, dont les parents, les grands-parents ont retravaillé dans ces fameux termes. On a tous le mot soufre un petit peu au goût du jour, même là si
on fera une rapide parenthèse. On voit qu'ils ont commencé la démolition des anciens thermes. Les sources ne seront pas affectées a priori. Le soufre continuera de faire son travail qu'il fait depuis quand même pas mal d'années. En tout cas, voilà, on découvre les vertus thérapeutiques à cette époque-là, et les Romains établirent alors les premiers bains et les premières installations pour exploiter ces eaux aux bienfaits a priori remarquables. Ça devient tout de suite, les termes romains, un lieu de rencontre et de soins prisé par les notables de l'époque. Et c'est ça qui est quand même intéressant, c'est que déjà loin derrière nous, il y avait déjà cet attrait de se faire du bien, mais aussi on se rend compte que se faire du bien c'était réservé à une certaine élite et que finalement tous ces gens fallait quand même qu'ils se restaurent, qu'ils dorment, et ça a créé un petit peu les bases de la ville sur cette odeur de thermalisme. Alors sans faire et de soufre, tout à fait, et sans faire trop l'histoire de tout ça. On arrive un peu plus à notre époque. Les anciens thermes donc nationaux sont situés dans le centre historique de la ville. Je pense qu'il n'y a pas plus massif comme bâtiment au niveau de la ville. On peut pas le rater. Alors depuis quelques années maintenant, ils sont fermés. Alors c'est un chapitre qu'on ouvrira peut-être dans une autre émission. C'est l'objectif aussi de faire une émission spéciale nouveaux termes pour essayer de vous en donner toutes les explications et le futur que nous livrera ce bâtiment. Mais on verra ça dans une émission ultérieure. Aujourd'hui, on va quand même avoir un bâtiment qui est chargé d'histoire, et le patrimoine d'Aix-les-Bains, il est principalement lié à ce thermalisme. L'aristocratie européenne, elle se presse dans ces termes aixois, et ça de manière assez globale, et tous les pays. Donc vraiment, on avait à cette époque-là une réunion un peu de la haute société européenne, et c'est ça qui est intéressant, pas que française et pas que locale, où on soigne les rhumatismes, les maladies respiratoires, nerveuses. Ça avait vraiment des vertus, et cette connotation s'est véhiculée vraiment de manière assez large géographiquement. Donc c'était vraiment quelque chose. On était les numéros 1, quoi. C'était vraiment les termes. C'était un bâtiment unique en France, et ce patrimoine exceptionnel est vraiment né à ce moment-là. Alors pourquoi on disait il y a un instant que tout part un petit peu de ça, c'est que cet essor du thermalisme dans les années 30, avant les années 30 pardon, va commencer 1820, 1830, c'est un peu les dates qu'on retient. A priori, les premières dates qu'on a pu retrouver, c'était 1776 par Victor Amédée III, où on a l'inauguration a priori qu'on a retrouvée, la plus ancienne, de ce qu'ils appelaient les cures à l'époque. Alors le mot curiste n'existait pas vraiment, mais c'était vraiment cette idée de profiter des bains. Finalement, c'était plutôt et le premier bâtiment va s'appeler le bâtiment royal des Bains, commandé en 1976. Donc on remonte quand même assez loin. Les premiers bâtiments ont ce style d'arcades vitrées, d'élégants patios. On a vraiment une architecture qui se met en place, et cet établissement va attirer la haute société, l'aristocratie, comme on a pu le dire. Il me semble qu'il y avait même des têtes couronnées qui fréquentaient les thermes. Alors il y en a une très connue, c'est vraiment même, je dirais, alors au début je me dis non, ça doit être une blague, mais non, apparemment la reine Victoria. Alors la reine Victoria, et Sissi, je crois aussi. Ouais, Sissi l'impératrice. Sissi, plusieurs fois Sissi l'impératrice. Alors moi je suis une grande fan de Sissi l'impératrice, et donc j'ai plusieurs anecdotes à ce sujet. La première, c'est qu'elle a vécu un terrible drame ici. C'est ici qu'elle s'est réconfortée, qu'elle est venue pleurer la mort de son fils. Bon, ça, c'est l'anecdote un peu triste. Et il semblerait qu'elle ait aussi fait preuve d'infidélité auprès de son cher Joseph dans on ne sait pas quel palace. Le Splendide, a priori. Ah, ça j'ai pas le numéro de la chambre. Mais... C'est vrai que c'est de toute façon on s'en doute un petit peu, puisqu'à cette époque-là, alors le Splendide, c'est un des 3 palaces du géant Rossiloni, qui monsieur Rossiloni a fait Splendide et Excelsior Royal, donc construit à la grande époque aixoise entre 1884 1912-13,
Et c'est vrai que ces palaces-là vont, avec d'autres, hein, le Grand Hôtel, l'Albion, l'Astoria, et quelques autres, vont marquer, voilà, vraiment l'identité de cette ville, et donner ce paysage. Donc on a ces termes très central, très massif, qui attire, soigne par l'effet un petit peu mode, l'effet un peu unique, et puis un savoir-faire finalement qui est fait depuis un certain temps. Donc les têtes couronnées, je pense qu'elles avaient aimé un petit peu ce côté, je dirais, un peu exclusif. Donc il a bien fallu construire des lieux à leur effigie, à leur niveau. Il y a aussi pas mal de villas. On voit un petit peu toutes les villas un peu sympas dans la ville. Il y en a encore quand même pas mal. Et ben c'est des maisons, un peu de villégiature, qui vivaient au gré un peu de ces cures. Le casino, parce qu'il fallait bien les occuper. Alors on en parlera dans un instant. Et c'est vrai que cette clientèle prestigieuse a fait émerger cette architecture qui aujourd'hui nous rend assez fiers. Et c'est ça aussi qui est, je trouve, assez marrant, sans ouvrir de polémique. Mais bon, faut bien se dire que à l'époque, il y avait pas cette fracture, je dirais, entre la haute société et puis peut-être la France plus populaire. Chacun était content de travailler au terme, travailler dans les restaurants, les hôtels. Les gens venaient consommer. Il y avait une roue qui avait l'air de bien tourner. Et a priori, voilà, cette belle époque avait tout de belle. Et aujourd'hui, on espère qu'on retrouvera un petit peu de ça. Alors, au niveau anecdote, ce qui est sympa, c'est qu'on imagine qu'il y avait quand même beaucoup de gens connus. Alors, on vous en a pas fait la liste, mais on imagine, hein, tous les ducs, tous les comtes, toutes les princes et princesses. Alors ça, j'imagine, Maud, ça t'a captivé dans tout ça. On retrouvera peut-être, on va te voir fouiner dans les palaces pour trouver des indices de. Il y en a pas mal des anecdotes, ouais. Ouais. Et c'est aussi, ça a aussi beaucoup inspiré alors, des choses plus romantiques, des artistes, des peintres. J'ai pas tellement d'exemples. Je sais pas si le musée Fort nous en donnera, mais on pourra leur poser la question. C'est vrai que peinture, il y en a. Il y a pas mal d'histoires d'amour des écrivains et des poètes, voilà. Lamartine, qui ont été inspirés par la belle époque aixoise, en tout cas, je pense. T'as pas une petite anecdote croustillante à nous donner sur, je ne sais pas moi, pas forcément de l'ordre du romantisme, mais une petite anecdote sur ces palaces. Il devait en avoir des histoires. Alors, il y en a eu plein. Est-ce que tu savais qu'il y avait un lien entre le Titanic et Aix-les-Bains ? Du tout. Alors là, je suis tout oui. Alors, c'est le Titanic, on parle du bateau. On parle du bateau. Le gros bateau, là, ouais. Qui a coulé. Pas la petite barque qui est au avec au DiCaprio, port. Celui-là qui, quand même... c'est ok. Le Titanic, je vois bien. Alors, le cher John Pierpont Morgan, je sais pas comment ça se prononce, était à Aix-les-Bains le jour où le Titanic a coulé, figure-toi, alors qu'il était donc propriétaire de la compagnie White Star Line, il me semble, et donc propriétaire du Titanic. Et il semblerait qu'au lieu de participer à la croisière inaugurale, il était en train de se la couler douce. Ah ouais, c'était plus The Place to Be X que l'inauguration du Titanic. Vous imaginez, mesdames et messieurs, c'est quand même... Là, on est. Ah, il y a eu plein de rumeurs. Pourquoi il n'était pas sur cette croisière inaugurale ? Il avait pas payé la dernière facture, le coquin. C'est pour ça qu'il a coulé. Ça a été évoqué. La fraude à l'assurance a été évoquée. Voilà, ça tient la route, ça. Le séjour aixois en compagnie de sa maîtresse. Bon, c'était vraiment. Ah oui, non, mais quand même, voilà, il y a de quoi faire. Ah, il y a eu des rumeurs. On pourrait refaire un Titanic 2, là. Il y a un scénario qui tient la route. On va chercher des idées de films pour faire un film avec Aix-les-Bains. C'est bon, tu m'as conquis. Là, on va faire Titanic. DiCaprio un peu vieilli, on est bon. Il est toujours très copain avec Kate, apparemment, de ce que je peux lire dans la presse. On est bon, là. Non, on est bon. Je crois que même que elle est encore en vie, Madame la survivante de Titanic. Ah ouais ? Il me semble que j'ai vu des photos d'elle il y a pas si longtemps. À confirmer. Il y a tout ce qu'il faut pour refaire. On peut peut-être la rappeler. Voilà. Il y a même, Pierpont Morgan, ça, on lui fera un petit casting, on lui trouvera une doublure. Et on est bon, ouais. Et on est bon. On est pas mal. Ça me fait penser à Pierre-Yves Beza, notre ami de l'ATCA. Voilà, on va lui demander de nous organiser un petit film Titanic dans les palaces d'Aix-les-Bains. On mettra le lac en arrière-fond et on est bien copains avec la compagnie des bateaux. Moi, je tiens à dire qu'on a peut-être une idée très sympathique pour dynamiser le cinéma sur Aix avec tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il sait ? Donc lui,
pour finir cette anecdote, donc il est dans une chambre, il se la coule douce. Alors il est dans une chambre, mais personne ne sait laquelle. Et pour le coup, ça a été vraiment de telles rumeurs et un peu le scandale de l'époque. Alors tous les palaces se sont appropriés. Non, il était chez nous. Le Splendide, le Bernascon, l'Excelsior. La réalité, c'est qu'on ne sait pas dans quel palace il séjournait, mais on sait qu'il se l'a coulé douce au terme. Pour sûr, le jour où le Titanic a coulé, il était là. Ah, alors je ne sais pas si c'est un bon présage ou pas, mais en tout cas, voilà, ça montre quand même qu'à cette époque-là, voilà, Aix était au centre du monde, n'abusons peut-être pas, mais en tout cas avait une place rayonnante dans l'aristocratie européenne et ça fait quelque part toujours plaisir de savoir que sa ville a eu à un moment donné ce positionnement-là, et ça explique aussi peut-être aussi l'architecture de ces bâtiments, puisqu'il y a toutes les villes ont un joli patrimoine, mais c'est vrai qu'Aix, on a quand même... Ouais, c'est assez bluffant. C'est vraiment un musée à ciel ouvert. Et pour la taille de la ville, je suis toujours bluffée quand je me balade dans Aix de voir autant de jolis bâtiments. Assez connecté, moi aussi j'ai envie de dire, parce qu'on parle souvent de la balade, de la balade au fil de l'eau, la balade de la Pointe de l'Arde, enfin les balades du lac, mais on c'est aussi connu, mais la balade un petit peu justement de ces anciens palaces et des bâtiments un peu historiques de la ville, c'est aussi une promenade qui est assez facile en plus, hein. On est sur quelque chose qui se fait relativement rapidement, partant de la rue du casino, on remonte un petit peu, on arrive à la place de l'hôtel de ville, la mairie, les anciens thermes, les palaces un petit peu plus haut, enfin voilà, tout ça est bien connecté. C'est vrai que ces palaces, alors on va parler un peu des autres bâtiments, mais il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Moi j'avais une anecdote aussi, il y avait pas mal de princes aussi orientaux qui sont venus au Splendide. A priori, il y avait une anecdote d'un émir arabe qui avait loué tout le premier étage et qui avait fait refaire tout l'étage parce que la décoration n'était pas à son goût. Ils avaient déjà des caprices à l'époque. Ah bah j'imagine. À mon avis, ils avaient encore plus de caprices à l'époque puisque je pense qu'il séjournait plus longtemps. Donc aujourd'hui, peut-être que les temps sont plus accélérés, mais j'imagine qu'à l'époque, il venait 2 mois, 3 mois, c'est ce que je me dis. Alors, il voulait vraiment se sentir. Oui, t'as raison. S'il venait en bateau, ça devait prendre un certain temps. C'est comme je pense que les gens qui étaient justement sur le Titanic, bon, ils allaient pas aux États-Unis ils allaient aux États-Unis, j'imagine. Hein, ouais, non, c'est ça. Le mec, il connaît pas l'histoire, mais a priori c'était ça. Bon, je pense qu'on n'y allait pas pour une semaine comme on pourrait le faire, aujourd'hui. Donc ces beaux palaces, voilà, on les a un petit peu cités. On va se faire une petite coupure musicale et puis on vous fera un medley un petit peu des bâtiments restants de notre ville. À tout de suite. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour pour cette deuxième partie de notre émission, les murmures du lac, immobilier, histoire, avec notre thème du jour, les bâtiments emblématiques de notre chère ville d'Aix-les-Bains. On a un petit peu commencé à faire une petite présentation des anciens thermes, bien sûr, des fleurons de la ville qui renaît aujourd'hui de ses cendres, dira-t-on. On a fait un petit peu le tour des anciens palaces. Alors les palaces, on pourrait encore en parler pendant un petit moment. On essaiera d'y revenir si on a un petit peu de temps à la fin. On va parler un petit mot du casino. Tu en parlais tout à l'heure, Maud, sur les bâtiments, je dirais vraiment emblématiques. Alors le casino Grand Cercle, franchement, je les ai pas tous faits. Je sais pas toi si t'en as visité énormément, mais je le place facilement dans le top 2-3 des plus beaux casinos de France. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'assez particulier. Il y a une architecture assez remarquable. Et puis c'est pas qu'un casino. Il y a ce beau théâtre, ces beaux salons extérieurs, intérieurs. Voilà, il y a quand même tout un tas de choses. Et c'est pas que des machines à sous et de roulettes. C'est un petit peu plus que ça. Et je pense que le côté Grand Cercle vient un petit peu aussi attester de cette je dirais, activité. Moi je suis pas un grand spécialiste des histoires de jeux en France, mais de ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu lire, c'est vrai qu'on imagine une France assez catholique au 19e, donc les jeux à mon avis c'était pas super bien vu, et on avait a priori ça avait été autorisé, puis interdit, puis réautorisé.
Mais on l'a dit juste avant, alors toute cette belle société, haute société qui venait en villégiature sur Aix, il leur fallait aussi des endroits pour se retrouver, et des endroits avec, on imagine. Alors ce qui est sympa aussi, je pense que, alors nous, on le voit dans certains appartements qu'on a en vente, souvent c'était les anciens restaurants, ces palaces, les anciennes salles de réception. Salle de réception, magnifique. Et c'est vrai qu'on est souvent, on se dit tiens, il y a un bout d'histoire quand même un peu dans ces appartes. On imagine tiens, voilà la princesse Sissi complotée avec son amant pour s'échapper dans une des chambres d'un des palaces, sans se faire gauler par le duc de je sais pas quoi, qui aurait pu le dénoncer à son mari par une lettre. Ah, heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque à Aix, je pense. Ils avaient quelques semaines là, le temps que la lettre elle parte, qu'elle revienne. Ouais, c'est clair. Puis la réponse non, ce n'était pas moi, qui passait comme une lettre à la poste. Donc non, je pense que ça devait être quand même assez sympa à cette époque. Donc le casino, grand cercle. Qui forme ce club, finalement, un de ses premiers clubs. Donc il fallait un endroit pour que les gens puissent se retrouver et partager avec leurs semblables de leur rang. Donc on imagine qu'effectivement à cette époque-là, ça devait être quand même assez majestueux ce casino très bien placé dans la ville, proche des thermes, proche des palaces. Tout ça fonctionne plutôt bien. Donc inauguré en 1849, donc un casino qui a quand même plus de 150 ans aujourd'hui, plusieurs fois agrandi. On va pas refaire son histoire. On avait fait d'ailleurs une émission, on vous remettra vous pouvez trouver dans les podcasts de Radio Grand Lac une émission spéciale casino où on avait un peu épluché un petit peu cette histoire qui était assez intéressante avec plusieurs dates clés. Ce beau théâtre, un peu théâtre à l'italienne, qui aujourd'hui encore marche plutôt bien. Donc on a la chance d'avoir ce casino Grand Cercle qui est entretenu. On a vu là d'ailleurs, je pense que tu l'as pas toi t'habites en plus dans le centre, moi, donc tu peux pas rater l'installation. On se doute bien des chalets qui arrivent, chalets du casino qui arrivent pour la montagnette. Pour la montagnette, voilà cette édition 2024-2025. On a hâte parce qu'à chaque année c'est plutôt sympa. Ouais, c'est sympa. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà un bâtiment que les Aixois connaissent et apprécient. Alors dans les bâtiments emblématiques, on a bien sûr notre hôtel de ville. Ça, je trouve ça aussi. Alors, les hôtels de ville, généralement dans les villes, sont toujours un peu des bâtiments, emblématiques. Et là, on rate pas le coche à Aix, puisque le bâtiment est. Alors, l'origine même est assez floue. Disons qu'il n'y a pas de certitude absolue. On parle d'un château seigneurial construit 12e, 13e, c'est à peu près les traces qu'on en aurait. A priori par les nobles de Seyssel, marquis d'Aix. Il y a eu plusieurs destructions. Il y a a priori plus grand chose de l'édifice original. Toutefois, voilà, alors la technique, vous m'excuserez la prononciation, d'une dendrochronologie du plafond du rez-de-chaussée, ça permet de dater le corps du logis apparemment sur le 14e, 15e. Moi, ce que je retiens de cette mairie, c'est aussi un super escalier. Moi, j'adore les escaliers en pierre. Ça fait très pour les mariages, on voit de toute façon, ils l'utilisent beaucoup. C'est assez. Alors assez j'ai sympa. honte, mais je l'ai jamais vu. C'est vrai. Pourtant, je crois qu'il est ouvert au public. Alors il est régulièrement ouvert au public. Je sais que c'est ouvert pour les journées du patrimoine notamment, mais j'ai honte, je l'ai jamais vu. On y va en sortant. Allez, ça marche. On y va en sortant. Mais Maud, tu sais, c'est parce que tu es une fille qui vit dans le péché. Tu n'es pas encore mariée. Donc on va appeler à nos auditeurs, voilà, un cœur à prendre, et on pourra t'emmener descendre les marches de l'hôtel de l'hôtel de ville. Là, tu pourras bien le voir, l'escalier comme ça. Ça sera, on sera bon, hein. Elle est ravie, hein. N'appelez pas trop, hein. Ou j'en rajoute une couche. Appelez-la beaucoup, alors ça nous fera bien rigoler. Vous appelez pas à l'agence, par contre, hein. Vous appelez Radio Grand Lac et vous demandez Maud. Je sais. Top. Le château est racheté par la commune. Voilà, j'en perdais mon latin, puisque comment on en arrive à ce que ça devienne l'hôtel de ville, c'est quand même assez vieux, hein, 1866, si les chiffres sont corrects. Donc la ville ne fait pas de gros investissements à ce moment-là. Ça tourne assez bien comme c'est, et il ouvre rapidement après en hôtel de ville. Et ce fameux escalier est classé au titre des monuments historiques. Et l'édifice entier, je crois, suivra dans des années plus contemporaines, mais tout l'ensemble est aujourd'hui classé. Et c'est vrai que cette belle place avec ce beau bâtiment, ça a fière allure.
Un petit peu plus haut, alors moi j'ai pas 50 anecdotes, j'en ai trouvé une, Maud, qui était moi qui m'a assez captivé. On va parler du musée Fort, parce que le musée Fort c'est aussi quand même un établissement entretenu et un musée d'art. Ouais, c'est vraiment quand même quelque chose de très connu, labellisé Musée de France. Priori c'était comment dirais-je, la réserve, enfin c'est là où exposait a priori la collection privée du docteur Jean Fort, un amateur d'art qui légua ses œuvres d'ailleurs à la ville. Donc le musée Fort construite a priori fin 19e, enfin 1902. La propriété, si je dis pas de bêtises, est à la ville, la ville d'Aix-les-Bains en a fait l'acquisition, et aujourd'hui, titre de musée. Et l'anecdote sur le musée Fort, qui renouvelle souvent ses expositions et que je vous invite à parcourir une fois ou deux par an, il y a eu un vol de tableaux. Alors ça, moi, ça me fait toujours un peu cette idée de recel, de faussaires. Je trouve que c'est un monde qui est assez fascinant. Je trouve que c'est assez décalé comme histoire, et a priori il y a un cambriolage et deux tableaux sont volés et sont ressortis dans on parle d'un vol qui aurait eu lieu dans les années 80, et les tableaux sont ressortis passé les années 2000 à New York. Ah oui. Donc ça quand même un petit voyage pour un Pissarro apparemment et un Renoir. Rien que ça. Ouais, c'est quand même pas mal. Tant qu'à faire un petit crochet par la classe prison, faut se faire plaisir. Donc les voleurs ont été arrêtés. Les voleurs, alors non, ça je ne sais pas, l'histoire ne le raconte pas. Par contre, la ville d'Aix-les-Bains a bloqué la vente. Une enquête qui est ouverte. En fait, on remonte jusqu'à quelqu'un qui aurait vendu la peinture à une galerie d'art. Donc il y a quand même une enquête. Et tant bien que mal, ça a duré a priori de 2003 à 2012, donc 9 ans. Et la ville d'Aix-les-Bains a récupéré les tableaux volés après cette procédure judiciaire. Donc c'est quand même... alors le propriétaire était de bonne foi apparemment, celui qui l'avait acheté, donc lui il n'a pas eu a priori de soucis, mais le temps qu'ils remettent le tableau aux ambassades respectives, ça a pris un petit peu de temps. Mais ça, on parle du tableau de Pissarro. Le Renoir, lui, il est a priori repéré au Japon et il n'a toujours pas été restitué. Donc là, il y a quelqu'un qui a décidé qu'il le garderait. Donc, vous voyez, c'est quand même des histoires assez sulfurex. Ouais, c'est pas mal, on pourrait terminer par des touches, par des bâtiments qui sont, je trouve, assez emblématiques aujourd'hui aussi. On a l'église Notre-Dame. Je sais pas si c'est un bâtiment qui te parle. Évidemment. C'est le plus gros d'Aix. Ouais. Déjà juste pour ça. Je pense, franchement, moi, c'est vrai que je le trouvais assez. Alors on voit bien peut-être le côté justement, comment dirais-je, catholique de l'époque de ces grands de ce monde qui venaient ici, qui devaient probablement faire leur devoir entre guillemets, et ces devoirs étaient notamment envers certainement le catholicisme, où cette église est quand même assez grande. A priori, la construction a débuté en 1875, plutôt dans le centre aussi d'Aix-les-Bains, finalement dans ce circuit un peu de la belle époque, encore une fois, thermes, casinos, les palaces, voilà, l'église est pas très loin. Ça se termine en 1905 apparemment, la construction. Il y a eu quelques modifications, ça a pris son temps, mais globalement ça s'est bien fait. Elle a quand même une silhouette assez on en dit d'une inspiration romane. Il y a une inspiration byzantine aussi. Bon, moi je vous avoue que je suis pas un grand spécialiste de ce type de bâtiment. En tout cas, c'est assez massif, et je pense que sa taille vient probablement du fait que fallait réunir quand même pas mal de gens dans cet édifice. Moi, j'aime bien son parking aujourd'hui, que je trouve très pratique. J'y pensais aussi. Non, c'est vrai que c'est quand même un parking assez bien pensé. Ça soulage un petit peu les toutes premières hauteurs de la ville, qui sont quand même pas simples à Boulevard des Côtes, au début de tout ça. Là, c'est un peu raide, et il y a pas trop de place pour se garer. Donc moi, je trouve ça plutôt bien.
Et un établissement, voilà, qui, bon, de toute façon, toutes les églises, hein, généralement, traversent bien les années. C'est en bon état, comme on dirait dans notre milieu, hein. C'est bon état général. C'est une belle façade. On a parlé un petit peu de l'hôtel de ville. Moi, il y a un coin que j'aime bien. Je sais pas si, alors, c'est un peu plus tard. C'est pas dans la belle époque, mais voilà, le thème de l'émission, c'était les bâtiments emblématiques. On a le parc de verdure. Ah oui. Moi, j'aime bien, puisque je trouve que c'était un petit peu alors le parc floral, lui, date d'avant. A priori, c'était en 1865. Donc, on imagine bien, voilà, les belles dames, les beaux messieurs, en beaux habits, flâner dans ce joli parc. Plat, parce que c'est quand même dans un endroit de la ville qui commence à être un peu en pente, donc est-ce que c'était plat d'origine, est-ce qu'ils ont fait un beau terrassement de tout ça, ça je ne sais pas, mais en tout cas ça devait être un endroit plutôt sympathique, à 2 pas des thermes, à 2 pas des restaurants, à 2 pas des commodités. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a, ça je l'ai appris là, je me dis tiens, bah ça fait sens, c'est qu'à la mémoire des accords sur l'indépendance du Maroc négociés à Aix-les-Bains en 56, la ville a fait construire en 2005 une fontaine marocaine qu'on peut voir au milieu du parc. Ah oui, très sympa. Par des artistes marocains. Donc c'était un joli clin d'œil de la ville pour cet accord signé à Aix. Le théâtre de verdure, lui, alors ça j'étais vachement... t'aurais dit quoi? T'aurais dit qu'il était là depuis combien de temps, ce parc, ce théâtre? Plusieurs siècles. Plusieurs siècles, ah ouais. Ouais, mais c'est un peu ce que J'exagère, mais longtemps, ouais. En fait, pas du tout. Moi aussi, je pensais que c'était un peu comme l'Arc Campanus ou comme les vestiges des anciens thermes, ce genre de choses. Alors, en fait, pas du tout. Ça a été construit, alors après, on pourra nous reprendre si on dit des bêtises, mais a priori, on a bien vérifié, entre 1953 et 54. En fait, c'est simplement pour assurer... Oui, c'est après la Belle Époque. Après la Belle Époque, complètement. Okay. Alors, en fait, quand on il y a cet effet gradin, je trouve. En fait, on pense un peu à des colisées, au théâtre romain, carrément. Et en fait, je pense qu'on fait cette assimilation, mais pas du tout. Voilà, on dit des grosses bêtises encore une fois, mais a priori non. Et je pense que c'est un peu dans cette idée-là, on se dit tiens, c'est bizarre que ça soit finalement récent, et ça l'est. Donc c'était simplement pour assurer, et encore aujourd'hui, hein, des spectacles de plein air. Il y a l'avant-première de Musilac qui se passe là-bas, il y a de temps en temps un peu des DJ qui se produisent. Je pense que c'est aussi les colonnes. Tu sais, il y a les colonnes du théâtre qui donnent un aspect assez romain. Je pense que ça nous a induit en erreur. Exactement. Et j'ai appris beaucoup de choses du coup ce soir. Voilà, tout à fait. Mais quand on y va, parce que j'y suis allé il y a peu de temps pour vérifier ça de mes yeux, et je me suis dit ouais, en fait non, ça fait plus années 50, 60 effectivement. Ça a plus un effet béton que pierre. Ouais. C'est pas effectivement, on peut voir que c'est pas la même époque. Mais pourtant, on a une capacité de 3000 personnes, donc c'est quand même plutôt une bonne chose. Et on a pas mal de choses organisées. Alors voilà, juin, juillet, août, hein, pour la période estivale qui s'y prête bien. Alors, on avait dit qu'on reviendrait un tout petit peu sur les palaces juste avant, parce que moi là on a parlé beaucoup du centre et je voulais faire un petit mot pour finir un petit peu de manière non exhaustive, mais balayer un petit peu tous ces bâtiments. Moi je tiens à saluer le Grand Port, les Belles Rives, les Bateliers, qui sont quand même pour moi 2 bâtiments vraiment emblématiques de la ville. Alors moins vieux, bien sûr, on parle plutôt des années 60-70, mais je trouve que vraiment c'est des bâtiments qui pour moi, qui représente le Grand Port d'Aix-les-Bains. La plage d'Aix, entre la plage et le restaurant, pour moi, c'est aussi l'entrée d'Aix, quoi. Il y a toujours eu cette plage qu'on a connue, alors aussi peut-être pas à Belle Époque, mais dans un visage peut-être plus contemporain. Un petit mot et une pensée pour Pierre-Antoine, directeur du golf d'Aix-les-Bains, parce que le golf d'Aix-les-Bains, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas ne pas citer en parlant de... Alors, c'est pas un bâtiment, mais voilà, ça reste emblématique. L'hippodrome, on en parlait tout à l'heure, ça reste aussi quelque chose d'assez exceptionnel. C'est le seul hippodrome de Rhône-Alpes, donc c'est à noter. Et puis un truc un peu plus bête, mais moi que j'ai toujours à l'esprit, c'est la gare d'Aix-les-Bains, qui est une des premières gares françaises, inaugurée en 1853 et commandée par Victor Emmanuel. Ça reste une gare avant-gardiste, et c'était également un petit peu dans cette post-Belle Époque où on avait vraiment une ville de premier plan, et je trouve que ça corrobore un petit peu cette version. Bon, on vous cache pas, nous, ce qui nous intéresse dans cette émission, c'est les palaces. Hein. Le reste, c'était pour vous faire plaisir. On s'est fait plaisir aussi, mais les palaces. C'est lequel ton préféré ? Ah, je sais pas.
J'ai un mix de plein de choses. Je dirais qu'aujourd'hui, je ne peux que répondre l'Astoria, puisqu'on a la chance d'être devenu, d'avoir pu avoir l'occasion d'accueillir un bout de cette fabuleux immeuble et d'installer notre agence centrale aixoise dans le bâtiment. Donc l'Astoria, comment ne pas être charmé par cette entrée, ces salons, justement, on en parlait. Bon, l'Asto, franchement, c'est là, ça se pose. J'aime beaucoup l'entrée du Grand Hôtel. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de pousser les portes. Ouais. Damier. Et d'ailleurs, on peut visiter toutes ces entrées aux Journées du Patrimoine, il me semble aussi. Complètement. C'est à cette occasion que j'avais visité pour la première fois l'Astoria. Ok. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment des journées qui gagnent à être un peu plus connues, parce que justement, on se rend pas compte de la beauté de ces bâtiments. C'est waouh, quoi. C'est vraiment une architecture, un coût aussi de construction qui a dû être quand même assez. Aujourd'hui, ça nous coûterait, mais c'est pharaonique. On se plaint du prix du neuf, mais Bernascon. Ah ouais, le Bernascon, ce serait entre les jardins, ça serait. On serait à 2 fois le prix du mètre carré, et encore, je sais même pas si on y arriverait. On serait peut-être à 3 fois le prix. On les ferait pas, on les referait plus. Donc ça aussi, c'est quand même quelque part des arguments où bon là, c'est les agents immobiliers qui parlent peut-être un petit peu, bien sûr, mais voilà, le patrimoine, c'est quelque chose qui se perd pas, ça se transmet, ça ne perd pas sa valeur. On insiste souvent là-dessus. Et c'est vrai que ces bâtiments, bon, il y a pas photo. Vous pouvez placer vos capitaux là-dedans, les louer ou y habiter. Enfin, c'est toujours des placements assez sécurisés. Moi, il y a un truc que j'avais pas. Et toi, alors attends, juste avant je vais pas être impoli, c'est ton préféré alors, toi, Maud de Palace. J'aime beaucoup les jardins et l'entrée du Bernascon. Le Royal aussi. Le Royal, je l'ai découvert il y a pas longtemps. J'aime beaucoup aussi. Moins pharaonique que le Bernascon, mais sympa aussi. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais des accords du Maroc. Pour faire moi aussi, je vais te faire un cours d'histoire. Ok, allez, j'écoute. Les accords du Maroc ont été signés dans une chambre du Royal. Ok. Ouais. La boucle est bouclée, d'accord. Et pour l'occasion, j'ai cherché. C'était la chambre 437. Ah oui, là on est précis. On apporte quand même des choses de qualité dans cette émission. Alors, 437. Ok. En septembre 55 pour les accords du Maroc. Et c'était l'indépendance du pays. Ok, ça corrobore ce qu'on disait tout à l'heure. Avec la fontaine, oui. Voilà. L'anecdote de la fontaine, je la connaissais pas par contre, mais très sympa. Ok. Moi, alors c'est pas vraiment une anecdote, mais apparemment, entre le Splendide et le Royal, il y avait ce qu'ils appelaient la rue. Alors là, il y a Jean-Pierre, les auditeurs nous entendent, qui est revenu dans les studios. Et je me tourne vers lui pour voir s'il la connaissait, cette anecdote, ou si je vais réussir à le coincer. Ah non, il la connaît. Je vais te coincer, Jean-Pierre, un jour ou pas? Non, j'y arriverai pas. Hein. Alors, je vais quand même en dire un petit peu plus. A priori, c'était réservé à la clientèle prestigieuse. Mais c'est pour ça que Jean-Pierre, il connaît, parce qu'un jour, on va apprendre que finalement, le roi d'Italie, c'est son père, et puis la reine Victoria, c'était sa grand-mère. Faut nous avouer les choses aussi à un moment donné, Jean-Pierre. Hein, sinon, c'est pas du jeu. Il y avait un passage, du coup, qui était réservé donc à cette clientèle prestigieuse, qui utilisait fréquemment alors ce qu'ils appelaient la rue, mais c'était apparemment un couloir. Et c'est notre ami Louis Rossignoli qui a eu l'idée d'en faire un passage commerçant, et qui en a installé des vitrines pour des objets, des parfums, des vêtements, enfin pour mettre en avant le luxe parisien. Et ce fut un succès immédiat. Vous m'étonnez, vous mettez déjà de Palace un peu en raccord avec un espèce de petit passage un petit peu réservé. L'image des petits passages de Paris, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Donc ou un petit peu comme le passage Bocara qui va réouvrir bientôt, puisque les travaux ont commencé en face du casino. On a hâte de voir ça. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce petit passage. J'espère qu'ils vont nous faire un truc sympa. J'adore ces petits trucs, ces petits passages dans les bâtiments. Ça, effectivement, c'est un petit côté parisien plutôt sympa. Et c'est alors c'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et dernière petite anecdote, parce que c'est aussi un nom qu'on connaît tous. Mais à l'époque, dans les années 1900, il y avait beaucoup l'entrepreneur Léon Gross qui a fait ses lettres de noblesse et qui a beaucoup participé à la création de tous ces bâtiments. Et on n'a pas parlé, on va finir là-dessus, sinon je sens que tu vas m'en faire le reproche après, du château de la Roche-du-Roi, Maud. J'adore. Voilà, c'est pour ça. Je passe devant tous les jours. Et c'est assez étonnant parce que, en fait, finalement, c'est un des seuls bâtiments emblématiques de la ville qui n'est pas public, ou en tout cas qui n'a pas vocation à accueillir du public.
C'est un privé qui l'a fait. Hein. Ouais. C'est un privé qui l'a fait. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était Jean Archipêtre Dugy, qui était gérant de l'hôtel du Grand Café Place Carnot et administrateur du casino La Villa des Fleurs. Donc il y a quand même un petit pédigré derrière ce monsieur, et qui s'est aussi occupé de l'exploitation des salles de jeu du casino Grand Cercle. Et l'archi Jules Pin, donc, qui a fait Jules Pin aîné, qui a fait la Roche du Roi. Alors apparemment c'est l'usage, comme tu le soulignes, qui lui donne l'appellation de château, mais oui, initialement c'est juste maison. la villa d'un particulier. Voilà, il s'est fait plaisir, il a posé ses petites colonnes au-dessus de la rue dans une pente assez raide. Moi je trouve toujours me dire le jour où ça va trembler, ça va. Oui, quand on le voit de dessous, c'est assez impressionnant. Assez impressionnant. Ouais. Aujourd'hui, bien sûr, classé monument historique, ça reste une propriété privée. Aujourd'hui, ça doit faire 10 ans, 12 ans, 13 ans que c'est en rénovation. C'est bientôt fini, a priori. Ouais, a priori. Donc on espère que le propriétaire nous écoute. On n'est pas contre faire une émission là-bas. On saura s'adapter et mettre. On aura plaisir à l'inviter et qui nous fasse justement l'histoire du château de la Roche du Roi en bonne et due forme. Ah, j'aimerais beaucoup le visiter. Écoutez, on remercie toutes les sources d'Internet sans qui ça aurait été compliqué de faire tout ça, et on remercie toutes les petites mains qui derrière Internet quand même bossent dur. Il y a beaucoup de passionnés, on a vu beaucoup d'articles, le site de la ville, des archives, mais aussi de particuliers lambda qui travaillent bien. Donc merci à vous tous. On n'aurait pas pu donner autant de détails sans vous. Merci Maud d'avoir joué le jeu. Jean-Pierre. Merci pour ce cours d'histoire. Wow, moi j'ai reçu un leçon, je commence à bien connaître cette petite ville. Jean-Pierre, un jour je t'aurai. On fera un quiz très très compliqué pour toi où on espérera que tu ne répondes à rien parce qu'on est comme ça. Mais non, t'aimes bien Jean-Pierre, je rigole, il fait la grimace, on ne t'en veut pas, mais quand même on a bien de coincer un petit coup. Quant à nous, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours. Restez bien en direct dans 15 minutes, ni plus ni moins, à 18h pile, 9 de 1 Partez, votre émission sportive. Écoutez, une belle fin de journée sur les ondes de Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac.